sommes jeudi aujourd'hui, vous savez, jeudi, on parle santé dans cette émission. On espère que vous êtes bien réveillés et avec vous, on passera un bon petit moment. Ce sera donc 90 minutes de pur bonheur et toujours à deux, elle est à mes côtés. Oui, ma cote pour encore un peu de temps. Bonjour. Ben oui, c'est ça. J'adore la précision. Encore un peu de temps et pas beaucoup d'ailleurs. Hein, quelques petits jours avant la fin de la saison, comme vous avez pu le constater, hein, depuis la diffusion de tous ces programmes qui s'annoncent et qui arrivent, les vacances vont prendre la place aux émissions de saison. Mais pour l'heure, on a encore plein de choses à partager en cette journée particulièrement d'émissions qui démarrent depuis 6h25 maintenant hein, à la sonnerie du générique. Au programme, donc, vous connaissez quand même les fondamentaux. On va y revenir juste après la couleur du temps, le JT de Miss Everyday finalement, et puis on décortique tout doucement notre programme. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions du littoral observeront un temps nuageux avec quelques averses parfois orageuses. Le sud forestier, l'ouest et le centre connaîtront un temps nuageux qui sera progressivement ensoleillé avec possibilité d'averses. Au nord et à l'est, le temps sera partiellement nuageux et relativement ensoleillé. Passons aux températures. Le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou et Boaké, 24 à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, Giglo et Korogo, 24 degrés à Mont, 24 degrés à Odiéné, 24 à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Soubré, 25 à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 à Touba et 24 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, le sud forestier et le littoral seront nuageux avec de très belles éclaircies. En milieu ou en fin de période, on observera des averses parfois orageuses et dans la bande centrale et au nord, après un temps relativement ensoleillé, le temps évoluera vers des orages avec possibilité d'averses en fin de période. Passons aux variables, nous pour observer 33 degrés à Bengourou, 31 à Abidjan et Adiaké, 33 à Bondoukou, 34 à Boaké, 34 degrés à Bouna et Bundiali, 35 à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 33 degrés à Giglo, 34 à Korogo, 33 degrés à Mont, 33 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 34 à Tiasalé, 33 degrés à Touba et 33 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Alors, le temps restera généralement nuageux et relativement pluvieux. Demeurons donc prudents et vigilants et très belle journée à toutes et à tous. Jeudi 17 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RT1, surtout Matin Bonheur. Hier, mercredi, le président Alassane Ouattara a présidé le Conseil des ministres bimensuel au palais de la présidence de la République. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment la lutte contre le trafic de drogue, la gestion des frontières, la résilience de l'économie locale, l'union postale universelle, l'acquisition de nouvelles doses de vaccins anti-Covid-19 et le prochain sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Accra le samedi 19 juin. Le porte-parole du gouvernement revient sur quelques points. Je vous propose de l'écouter. La Côte d'Ivoire enregistre à la date du 13 juin 2021 694 954 doses administrées sur un total de 729 000 doses reçues, soit 95,33%. Afin de maintenir la dynamique actuelle et l'engouement des populations et de garantir donc la série vaccinale complète pour être immunisée, un plan d'acquisition donc a été mis en place et devrait permettre d'acquérir 7 400 000 nouvelles doses. Ce plan est en mise en œuvre
Et nous devons recevoir sur une première période qui part donc du 18 juin à fin août, 3 400 000 doses qui seront attendues de façon progressive. Et à moyen terme, sur la période de septembre à fin décembre, nous aurons donc 4 millions de doses qui seront également réceptionnées, ce qui fait bien sûr les 7 400 000 doses que nous attendons donc globalement. Autre chose, à présent, plusieurs talents et champions sportifs qui portent haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'international ont été récompensés lors d'un gala annuel, une cérémonie féerique dont l'initiative revient à Fatima Sibé, journaliste à RTI 1. On regarde le reportage de Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Resso. Les acteurs majeurs du sport ivoirien ont été honorés au cours d'une soirée de gala. Pour cette première édition, 21 prix ont été décernés dans plusieurs disciplines sportives. Chacun des athlètes ayant contribué au développement de sa discipline et au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale a été distingué. À commencer par les sports de combat. C'est Ruth Bagbi qui ouvre la série des récompenses. C'est d'abord un honneur d'être invité, d'être parmi les chaleureux invités. Ça me fait très plaisir d'être présent. S'ensuit le sport automobile, le freestyle, le tennis, le basketball, avec les MVP de la saison régulière et du All-Star Game, Nathan Kwadjo et Stéphane Konaté. À ces deux s'ajoute Adjaï Barou, l'un des deux Ivoiriens à avoir disputé récemment la compétition BAL à Kigali au Rwanda avec son club de Ferroviario de Maputo. Au niveau du football, le Super Grand Prix est revenu à l'emblématique et ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba, quand le sélectionneur Patrice Baumel s'empare du trophée des encadreurs techniques. C'est important d'encourager tous ces sportifs de haut niveau qui valorisent le pays. Donc j'étais très heureux d'être ici, de voir tous ces sportifs qui portent le drapeau ivoirien très haut. Et puis finalement, je repars avec un trophée au nom des joueurs parce qu'un coach n'est rien sans ses joueurs. Aujourd'hui, je suis fier de recevoir ce prix d'honneur. Et j'espère, et je ferai tout pour qu'il y en ait d'autres, parce que le sport, c'est une famille. Le gala annuel du sport ivoirien, c'est aussi l'action sociale. Une vente aux enchères d'un tableau a été initiée, dont une partie du montant servira aux soins des malades, proposé par le philanthrope Hassan Hayek. Et c'est Didier Drogba qui rafle la mise avec 2 700 000 francs CFA. Voilà qui met fin à ce premier point d'information au cœur de la matinale. On revient à 7 h. Merci beaucoup à Mr. Everyday pour, bien sûr, ce premier point de l'actualité ici à Matin Bonheur. Donc, on va se retrouver tout à l'heure pour parcourir encore un autre point. Oui, mais ça sera sans visa et sans passeport, mais on va voyager quand même. C'est ça, à l'international. On espère dans des endroits exotiques, hein, à l'orée de ses vacances. Parce qu'on en a vraiment besoin avec soleil, cocotier, enfin, bref. Alors, la suite, avec bien sûr du sport dans cette émission, et oui, fitness à vous proposer, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de fitness santé. Je suis coach Jocelyn et aujourd'hui nous allons voir comment renforcer vos muscles et vos os, seulement avec le poids du corps. Nous allons essayer de toucher les jambes et aussi les bras. Vous êtes prêts? On démarre maintenant. Alors avant de commencer, nous allons respirer. Inspirez, montez les bras. Expirez, soufflez. Encore 2 fois la même chose. Inspirez. Soufflez. Pensez à vous détendre. La respiration va oxygéner tous vos muscles, tous les organes et vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Très bien. Encore une dernière fois. Cette fois-ci, nous allons séparer les jambes. Soyez très actifs et vifs. Pliez les genoux. Inspirez, montez. Grosse inspiration. Soufflez, descendez. Gardez le dos droit. Encore une fois, inspirez. Puis expirez. Très bien. Nous allons revenir. Écoutez très bien ici. Vous allez séparer les jambes. Et essayez de trouver une position stable. Nous allons faire ce qu'on appelle le squat. Ok? Je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez un peu. Donc, séparez les jambes. Soyez stable. Vous allez pousser les hanches vers l'arrière et vers le bas.
Donc dans un premier temps vers l'arrière et ensuite vers le bas. Nous allons garder les talons au sol. Ne décollez pas les talons. Les talons restent au sol durant tout l'exercice. Vous essayez de redresser la poitrine. Vous allez mettre les mains au niveau des cuisses. Et ensuite, vous allez pousser. Nous allons repartir. OK? Poussez hanche vers l'arrière et vers le bas. Gardez les talons au sol. Regardez vers l'avant. Gardez la poitrine haute, puis poussez. N'oubliez pas, lorsque vous poussez quand vous montez, vous prenez appui sur les talons. C'est grâce aux talons que vous allez pousser. C'est très important. Donc, ne décollez pas les talons. On descend tout doucement. On est bon? Et on pousse. Yes. Et là, vous engagez les fessiers et les quadriceps. On descend. Et on monte. Très bien. Avec cet exercice, vous allez commencer à renforcer vos muscles, vos gros muscles, surtout au niveau des jambes. Et vous allez renforcer l'articulation au niveau du genou. On descend et on monte. Je vais mettre de profil surtout pour que vous voyez la posture au niveau du dos. Surtout, ne descendez pas comme ça vers l'avant. Ce n'est pas bon, vous allez vous faire mal au dos. Donc, il faut rester droit, pousser hanche vers l'arrière et on remonte. De telle sorte que si quelqu'un est en face de vous, il doit voir toujours votre poitrine. Est-ce que ça va? Nous allons rythmer maintenant ce squat-là. Nous allons descendre et monter. Nous allons faire 15. Si vous arrivez à faire les 15, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, si vous faites 5 ou 10, vous pouvez vous reposer. OK? Nous allons faire 15 non-stop. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Beau travail. Détendez. Excellent travail. Fitness santé en ce jeudi de santé avec ces exercices très importants pour tous et beaucoup plus pertinents pour les femmes quand on sait qu'à un certain âge on a tendance à être sujette à de l'ostéoporose. Il faut pouvoir renforcer sa masse musculaire et ses os. C'est très important. Tout aussi important, c'est ce qui va suivre dans ce programme avec la revue de presse qui est passée au crible par Monsieur Renaud Cobia, bien évidemment. Il est avec nous donc. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Première information donc, l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que Laurent Gbagbo rentre à Abidjan. Oui, tout à fait. La presse de ce jour, dans son ensemble, en parle. On démarre avec le nouveau réveil qui barre à sa une. Président Gbagbo Akwaba, pour marquer d'une pierre blanche cet événement qui, selon lui, doit être le catalyseur de la réconciliation tant souhaitée par les populations ivoiriennes. Selon le confrère, l'ex-président ivoirien de retour après 10 ans de détention et de procès à La Haye pour apporter sa contribution à la reconstruction du tissu social. Et on reste sur le même sujet du retour de l'ancien président ivoirien en Côte d'Ivoire qui se fera, nous dit-on, dans le respect des dispositions arrêtées avec ses émissaires. Oui, c'est l'une des annonces faites hier par le porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres. Selon le ministre Amadou Koulibaly qui est cité par Le Matin, l'accueil de l'ex-chef d'État se fera dans le respect des consignes mises en place d'un commun accord entre les autorités ivoiriennes et le comité d'organisation de son retour. Le ministre de la Communication a aussi indiqué qu'aucun membre du gouvernement ne sera présent à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo. Et on poursuit toujours avec ce même sujet. Pour l'Inter, c'est incroyable. Oui, selon le confrère, ce retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo jusqu'à un passé récent semblait inimaginable. Sa matérialisation, à l'en croire, montre le désir des autorités ivoiriennes à faire table rase du passé et à montrer la voie pour un retour à la normale entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. L'Inter livre l'agenda de Laurent Gbagbo à son arrivée à Abidjan et souligne que les autorités ivoiriennes ont pris toutes les dispositions pour que son arrivée se fasse dans les meilleures conditions.
Et bien évidemment, c'est l'actualité majeure d'aujourd'hui. Et donc, on reste encore sur le même sujet. Et un petit quid, cette fois-ci, sur sa relation avec l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo. Oui, eh bien, pour l'expression, la question mérite d'être posée, car l'ex-chef d'État revient en compagnie de Nadi Bamba, sa seconde épouse. Selon le confrère, au vu des derniers développements, tels que les préparatifs auxquels l'ex-première dame n'a pratiquement pas été associée et plein d'autres faits encore qui montrent que leur relation a pris du plomb dans l'aile, eh bien, la page Simone Gbagbo semble être tournée. Plus de précision dans l'expression. Et nous tournons cette page donc et on change de sujet. Erreurs constatées dans les épreuves de physique, chimie et de mathématiques au BEPC. Le gouvernement ouvre une enquête. Oui, les autorités ivoiriennes veulent faire toute la lumière sur ces deux faits qui ont émaillé les examens du BEPC. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé hier au sortir du Conseil des ministres. Et selon le ministre de la Communication et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, qui est cité par l'expression, les responsabilités seront situées dans cette affaire. Procès de Soro Guillaume et ses partisans, la peine maximale requise contre l'ex-PAN, c'était hier. Oui, la prison à vie, c'est ce que demande le procureur de la République pour Guillaume Soro dans le cadre du procès pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ado Richard a également demandé au juge de condamner 9 de ses co-accusés, dont Kamaraté Souleymane alias Soul to Soul et Afoussiata Bamba à 20 ans de prison et 17 mois de prison pour Alain Lobognon, Simon Soro et Rigobert Soro. Et selon Soir Info, le procureur a aussi requis la dissolution de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement politique créé par l'ex-président de l'Assemblée nationale. Et on va terminer avec l'infodrome qui nous dit que le nouveau procureur de la CPI a prêté serment hier. Oui, le successeur de Fatou Bensouda a pris officiellement fonction hier, désigné depuis le 12 février 2021 pour succéder à la juge gambienne. Le Britannique Karim Assad Ahmad Khan s'installe à la CPI pour un mandat de 9 ans. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci. Passage. Donc, juste après la revue de presse, et nous allons échanger avec notre premier invité. Avec lui, on va parler des outils de formation pour analphabètes et personnes peu alphabétisées. Vous aurez toutes les informations, bien sûr, sur notre sujet d'aujourd'hui, en compagnie de M. Stanislas Dioué. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour Ansval, bonjour Alex. Bonjour M. Dioué et bienvenue à nouveau sur le plateau de la matinale. Merci. On planche sur un sujet très important quand on sait que le taux d'analphabétisme ici en Côte d'Ivoire est encore élevé, hélas, mais vous avez un mécanisme pour pouvoir aider toutes ces personnes non instruites à pouvoir acquérir le savoir. Déjà, on commencera avec les définitions. Pour vous, c'est quoi l'analphabétisme d'abord? Merci beaucoup Alex. L'analphabétisme, c'est l'état des analphabètes d'un pays. Voilà. Bon, à partir de là, on peut, pour mieux comprendre, expliquer c'est quoi un analphabète. Allons-y directement. Voilà. Un analphabète, c'est une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Parfois, on peut associer à cette définition qui ne sait ni compter, parce qu'elle n'a pas appris à l'école. Voilà, il y a une différence entre l'analphabète et puis l'illettré. Voilà. Parfois, on confond. L'illettré a appris à l'école à lire, à écrire, mais il a perdu la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Okay. Voilà. Donc, merci pour cette différence et qui nous permet comme ça de mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'un analphabète et qu'est-ce que c'est qu'un illettré. Alors, quels sont les différents types d'analphabètes que nous avons? Il y en a qui savent, il y a des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, pas du tout. C'est la première catégorie. Il y en a qui savent lire un peu, mais qui ne savent pas écrire du tout. Et il y a une troisième catégorie qui lisent un peu, qui écrivent un peu, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà. Mais je voudrais partir un peu plus loin. Vous parlez français, comme moi. Voilà, on a été alphabétisé en français. Mais si on vous présente l'alphabet chinois, tout de suite, on se rend compte qu'on est analphabète vis-à-vis des Chinois. Tout à fait. Voilà, donc si on veut pousser loin, quelque part, tout le monde est analphabète. Quelque part. Quelque part. Ah ben oui, selon les différents aspects qu'on a en face de nous, oui. On a un alphabet d'une certaine manière. Voilà. Et dans cette formation, sinon dans cette démarche que vous avez de pouvoir expliquer et faire apprendre aux uns aux autres, il y a des principes qui sont fondamentaux, notamment le principe de l'andragogie, à prendre en compte pour une formation efficace des personnes analphabètes. Du coup, c'est quoi le principe de l'andragogie? Avant même d'aller sur les principes de l'andragogie, c'est important de savoir c'est quoi l'andragogie. Tout à fait. Et pour expliquer l'andragogie, c'est important d'abord expliquer ce qu'on appelle la pédagogie.
Parce que l'andragogie est ce qu'est la pédagogie pour les enfants. La pédagogie, c'est la science de l'éducation des enfants. Par extension, l'andragogie, c'est la science de l'éducation des adultes. Voilà. Maintenant, on peut arriver au principe. Voilà. Le principe, c'est que le premier principe, c'est que l'apprenant adulte doit être impliqué dans son apprentissage. Ça, c'est très important. Au niveau de l'enseignement, quand on dit, bon, l'école commence en septembre ou en octobre, tous les enfants sont obligés de s'arrimer aux dates qui ont été arrêtées par le gouvernement. Par contre, lorsqu'on fait une formation pour les adultes, ils doivent être associés non seulement pour les objectifs, ils doivent être associés pour fixer les objectifs, puisque c'est eux qui doivent être formés. Ensuite, même pour le programme de la formation, ils doivent être associés. Ça, c'est le premier principe de l'andragogie. Le deuxième principe, c'est que l'apprenant lui-même a beaucoup de choses qu'il connaît. Il sait beaucoup de choses. Il faut partir de ce qu'il sait. Il faut partir de ce qu'il sait. Il faut partir de lui-même, ses pratiques habituelles, ses pratiques usuelles. Et maintenant, chercher à corriger. Troisièmement, il y a un contexte. Le contexte de travail de l'adulte, il faut prendre ça en compte. Souvent, il y a des gens qui travaillent. Il y a certains villages au centre de la Côte d'Ivoire où on ne travaille pas les mercredis et puis les vendredis parce que ces jours sont réservés au marché. Alors, si vous devez organiser une formation pareille, dans des conditions pareilles, il faut prendre en compte toutes ces réalités de ces personnes. Voilà. Comment programmer tout ça. Et il y a un principe très important pour pouvoir amener les adultes à pouvoir s'associer à la formation, c'est ce qu'on appelle le SIOM. Le SIOM, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs ce matin avant de commencer votre émission. Le SIOM, c'est le sujet, l'intérêt, les objectifs et la méthode. Non, on dit le sommaire. Vous dites sommaire, mais en réalité, oui. Quand on regarde, c'est le SIOM que vous faites. Tout à fait. Vous dites le sujet, c'est Martin Bonheur. L'intérêt, c'est que les gens puissent écouter parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour... Bien sûr. Voilà, ainsi de suite. Et puis la méthode, vous faites un exposé, d'accord, vous expliquez, oui, on va faire de tel à tel, on fera ça, on va recevoir tel... Justement, c'est ça qu'on appelle le SIOM. Vous faites le SIOM sans le savoir. Ah, OK. Donc, chaque matin, on fera le SIOM. Le dernier point, le dernier principe, c'est la prise en compte de la résolution du problème. Parce que former l'adulte, c'est améliorer ses compétences. Et qui parle de compétences, parle de savoir, de savoir-faire, de savoir-être mobilisé dans le but de pouvoir régler un problème. Voilà. Et donc, l'adulte a des problèmes. Oui. Pour faire une formation, il faut chercher à voir quel problème il a et comment faire pour résoudre ces problèmes. Voilà. Voici un peu, en gros, les 4 principes de l'andragogie. Merci beaucoup pour tous ces détails. Donc, on en vient maintenant à un troisième élément, la création d'outils de formation pour analphabètes. Oui. Quelles sont les étapes de la création d'outils de formation et surtout, quels sont ces outils même de formation? Vous ne pouvez pas créer des outils sans savoir ce qui existe. Oui, il y a des outils qui existent dans les entreprises. Par exemple, les entreprises qui font l'exportation de mangue en Côte d'Ivoire. Ce sont des outils. Maintenant, il faut toujours identifier les outils qui existent. Il faut aussi identifier les cibles. On vous dit, bon, on fait une formation pour les planteurs. Mais dans les planteurs, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de métiers dans les planteurs. Il faut savoir bien identifier les cibles de la formation. Ensuite, quels sont les outils qui existent? Et puis, essayer de voir l'adéquation entre les outils qui existent et puis la finalité des formations qu'on veut mettre en place. Et après ça, maintenant, on voit la possibilité de pouvoir créer de nouveaux outils. Bien sûr. Donc, il faut voir d'abord ce qui existe, avant de pouvoir en créer. Voilà. Et à partir de cela, à partir de l'analyse ou même, on va dire, de regroupement de tout ce qui existe déjà, quels sont les supports maintenant qu'on a pour la formation des personnes analphabètes? Il y a le support vidéo. Tout à l'heure, on a vu le spot pour faire la promotion des mesures barrières contre le coronavirus. Oui. On a vu. C'est un support vidéo. Mais il y a les films pédagogiques, les supports vidéo, il y a des audios, des spots audio qui peuvent passer pour pouvoir former les adultes. Il y a aussi ce qu'on appelle la boîte à images. La boîte à images, les anglophones parlent de flip chart. C'est-à-dire c'est un ensemble d'images, un ensemble de clichés qu'on fait pour exposer un peu, pour montrer aux adultes, voici les pratiques, voici les bonnes pratiques, voici les pratiques à améliorer. Ensuite, il y a les supports papier, qu'on appelle le paperboard, le tableau papier. Il y a aussi le matériel, le matériel, ça va vous surprendre, mais même le sel. Le sel est du matériel qu'on peut utiliser pour faire la formation. Et de quelle manière, pour être un peu plus pragmatique? Alors, je peux avoir vos deux gobelets? Oui. Nos mugs, allez-y. Voilà.
Bon, j'ai ces 2 gobelets. Dans ce gobelet, je mets de l'eau. C'est vrai que ce n'est pas transparent, on ne voit pas. D'accord? On suppose que c'est transparent. Et dans le deuxième gobelet, on met de l'eau avec du sel. Quand on prend une cuillère pour pouvoir remuer, pour pouvoir mélanger, quand vous regardez, c'est difficile de savoir des 2 gobelets celui qui a reçu le sel. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser cet exercice. Quand ils vont venir goûter, ils vont se rendre compte tout de suite qu'il y a un qui a le sel, il y a un qui n'a pas le sel. Comme quoi, le virus, on peut ne pas le voir à l'œil nu, et on ne le voit pas à l'œil nu, mais il est capable de faire du mal. Très bien expliqué. Voilà. Belle explication. Bon, on reprend nos mugs. Merci. Au gobelet. Donc le sel peut être utilisé aussi comme matériel de formation. Même le sucre, l'huile, tout ce que... En fait, dans la formation des adultes, il faut toujours partir des éléments isolés. De l'existant. De l'existant, mais ceux qu'ils connaissent. Oui. Voilà. Par exemple, le panneau stop, il est à des feux tricolores, il voit le panneau stop. On peut utiliser le panneau stop dans la formation. Parce que les adultes sont beaucoup plus accrochés à tout ce qui est image, ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent, ce qu'ils sentent, voilà, ce qu'ils ressentent. Voilà. C'est vrai qu'on a passé de temps, peut-être revenir rapidement sur l'impact de vos actions, puisque votre cible première, c'est les populations du milieu rural. Oui. C'est quoi l'impact aujourd'hui au travers de tout ce que vous avez déployé comme méthodologie? Bon, nous travaillons, enfin, moi je travaille en collaboration avec des institutions internationales voilà, qui font la formation des entreprises qui exportent les fruits et légumes depuis l'Afrique, dans la Côte d'Ivoire, vers l'espace européen. Et donc, nous avons formé, je ne peux pas vous dire exactement, mais j'ai formé plus d'une vingtaine d'entreprises en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique occidentale ici, voilà, sur les cultures du cacao, du café, de plusieurs cultures en tout cas, plusieurs spéculations agricoles, pour pouvoir mettre en conformité ces entreprises-là, pour pouvoir exporter des fruits de bonne qualité voilà, vers l'espace européen. Donc, c'est des producteurs, des responsables des stations de conditionnement, des cadres d'entreprise, toutes ces personnes-là qui ont bénéficié des formations que nous avons faites. Et c'est un système qui marche aujourd'hui. Très bien. On aura le temps un jour pour revenir sur... Bien sûr. Oui. Et de mieux décortiquer tout ce que nous avons même ici. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Stanislas Dioué. Avec lui, on parle des outils. On a parlé des outils de formation pour analphabètes et personnes peu alphabétisées. Il est spécialiste en ingénierie de la formation. Mais je pense qu'on va tirer un peu encore, Alix. Ben oui, en plus, le temps nous le permet. Le temps nous le permet, là. Merci, Karim. Donc, plaisir. Alors, comment évaluer le système pédagogique lié aux outils créés? On va parler des nouveaux outils. On a déjà évoqué ces nouveaux outils-là. On va rester avec ces nouveaux outils. Comment vraiment évaluer le système pédagogique lié à ces outils-là? Alors, pour faire une évaluation correcte, il faut d'abord ce qu'on appelle une grille d'évaluation. On fait une grille d'évaluation. Et lorsqu'on fait une grille d'évaluation, ça fait ressortir quels sont les différents éléments qu'on veut évaluer. D'accord? Mais en général, on évalue des objectifs. Ce qu'on appelle les objectifs comportementaux. Et tous ces objectifs-là doivent concourir à ce qu'on appelle une finalité. Et c'est tous ces éléments qu'on met dans la grille d'évaluation. Souvent, on a du mal à concilier, à comprendre, à faire la différence entre les objectifs et puis la finalité. Si vous voulez, je peux expliquer un peu? Allons-y. OK. Alors, si, par exemple, je dis, je veux que M. Angeval, Alix, soit de bons chauffeurs, de bons conducteurs. D'accord? Donc, être un bon chauffeur, c'est une finalité. Maintenant, il faut que Alix soit capable de s'arrêter lorsque le feu est rouge, ça c'est un objectif. Il faut qu'elle soit capable de serrer à droite, ça c'est un objectif. Il faut qu'elle soit capable de s'arrêter lorsque un policier l'a sifflé, ça c'est un objectif. Quand elle a pu réunir tous ces objectifs et qu'elle maîtrise tout ça, on dit qu'elle est soit une bonne conductrice ou bien un bon chauffeur. Donc être bon chauffeur, c'est une finalité, mais les différents éléments qui concourent à être un bon chauffeur, ce sont les objectifs comportementaux. Parce qu'en réalité, chaque objectif est lié à un comportement, un objectif comportemental. Donc, c'est tous ces éléments qu'on met dans la grille d'évaluation. Lorsque la grille est prête, on met en place un comité d'évaluation, mais qui est constitué d'experts, de formateurs, des gens qui sont aguerris à la formation. Et puis, on va organiser plusieurs sessions de formation. D'accord? Mais des sessions de formation par thématique. Oui. Si je veux faire des formations pour les cadreurs, des formations pour les caméramens, pour les journalistes, ainsi de suite, mais par
spécialité pour pouvoir être beaucoup plus efficace et vérifier les informations. Merci beaucoup à vous. Comme il a dit, on aura encore un autre plateau où on pourra mieux décortiquer. C'est très intéressant et c'est très terre à terre, donc ça nous permet de mieux comprendre. Allez, merci à vous, Monsieur Dioué. Rebonjour à tous ceux qui nous prennent en marche. C'est l'heure de prendre l'avion sans passeport ni visa, comme le dit Thierry Angeval pour l'actualité internationale. On démarre avec l'Algérie où le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, le FLN, a remporté les législatives anticipées organisées samedi dernier. Une victoire malgré une abstention historique. Ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de répression généralisée installe le pays dans une impasse politique. On regarde ce reportage. Une abstention historique aux législatives en Algérie. La participation était le grand enjeu de ce scrutin, rejeté par une partie de l'opposition et par le mouvement contestataire du Irak. Et le résultat, seulement 23%, en dit long sur le désintérêt des Algériens. Ceux qui ont voté ont placé en tête, et c'est une surprise, le FLN. Le parti au pouvoir résiste dans les urnes, malgré sa compromission avec le président Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019. Mais il perd tout de même plus de 50 élus, avec 105 sièges sur 407. En deuxième position, l'ensemble des listes d'indépendants ont obtenu 78 sièges. Ce qui met en avant un nouvel élément dans la carte politique algérienne. Le MSP, principale formation islamiste du pays qui avait revendiqué la victoire après le scrutin, arrive troisième avec 64 sièges au Parlement. L'abstention record est un revers pour le président Tebboune, déterminé à imposer sa feuille de route qui ignore les revendications de la rue. Et elle place le pays dans une véritable impasse politique. Même parmi les électeurs qui se sont déplacés, certains s'avouaient résignés. Je m'attends à aucun espoir, aucun. Ça sera comme avant. Hein. C'est-à-dire la mentalité est comme ça restera comme ça. Voilà. D'après moi, hein. Je ne crois pas au changement. Mis à part quelques échauffourées en Kabylie, ces législatives, les premières depuis le Irak, se sont déroulées globalement dans le calme, mais sur fond de répression généralisée. Selon le Comité national pour la libération des détenus, plus de 200 personnes sont actuellement incarcérées en raison de leur lien avec le Irak et ou pour avoir défendu les libertés individuelles. Le point de non-retour est peut-être franchi dans le réchauffement climatique. Marcus Rex, physicien atmosphérique et chef de l'exposition Mosaïque, a présenté mardi dernier les premiers résultats de la plus grande mission scientifique dans la région polaire à ce jour. Les conséquences seront irréversibles pour la planète, a-t-il averti. La disparition de la banquise d'été dans l'Arctique est l'un des éléments déclencheurs de ce point de non-retour. Les présidents américains et russes se sont rencontrés mercredi à Genève, en Suisse. Ce premier sommet bilatéral a été l'occasion pour Vladimir Poutine et Joe Biden d'aplanir leur désaccord. Une première rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants ont décidé du retour de leurs ambassades respectives à Moscou et à Washington. On fait maintenant un tour dans l'espace avec l'astronaute français Thomas Pesquet qui a effectué sa première sortie dans le vide spatial hier mercredi. Il s'agissait d'une sortie extravéhiculaire dans le cadre d'une mission Alpha à bord de la Station spatiale internationale. Durant 6 heures de temps, Thomas Pesquet et Shane Kimbrough se sont attelés à installer un nouveau panneau solaire, une chorégraphie minutieuse que les deux compères répéteront dimanche prochain pour déployer un deuxième panneau solaire pour augmenter la puissance du vaisseau spatial construit en 1998. Et puis cette brève sportive, la compétition africaine qu'abritera le Cameroun en janvier 2022 se fera avec de nouvelles têtes comme la Gambie et le Comore. Une première participation historique pour ces deux pays. Aussi, la Sierra Leone, le Malawi, l'Éthiopie et le Soudan reviennent également à la CAN. Après de longues années d'absence, le record de participation de la compétition est détenu par l'Égypte, qui totalise 25 apparitions. Les pharaons du Nil sont suivis de près par les éléphants de Côte d'Ivoire
d'Ivoire qui affiche 24 apparitions à leur compteur. Le Ghana se hisse sur le podium avec 23 participations. Précisons que le tirage au sort de la phase finale initialement prévu le 25 juin prochain a récemment été reporté pour des raisons de logistique liées à la pandémie de Covid-19. Il a été reprogrammé pour la deuxième semaine du mois d'août, a précisé le secrétaire général de la CAF, Léron Monsengo Omba. Du sport, toujours le football. Encore une fois, on parle maintenant de l'Euro avec l'Italie. La Squadra Azzurra a validé son billet pour le 8e de finale de la compétition en dominant la Suisse sur le score de 3-0 grâce à un doublé de Locatelli et un but de Ciro Immobile. La Russie s'est bien rattrapée après sa défaite inaugurale contre la Belgique en s'imposant 1-0 contre la Finlande. Et puis la Turquie a quasiment dit adieu à ses chances de qualification pour le 8e de finale. Après l'Italie, 3-0, elle s'est de nouveau inclinée, cette fois-ci contre le pays du Galles, 2-0. Et on s'arrête ici pour ce dernier point de l'information au cœur de Matin Bonheur. On se retrouve demain, Inch'Allah. Oui, avec votre casquette de Mr. Friday. Et nous sommes dans le deuxième temps, on va dire, de cette émission. Donc, et nous avons comme ça pour habitude de vous proposer chaque 2 jeudis, tuto malin. On essaie de vous donner des conseils, des astuces, et ce sera le cas maintenant. Maintenant même, et dans un univers assez féerique que j'adore particulièrement, en compagnie de Monsieur Hugues Nyambri. Il est joaillier vestimentaire, conseiller en images, relooker et joaillier tout court. On parle aujourd'hui avec lui d'astuces pour customiser un vêtement. Bonjour Monsieur Nyambri. Bonjour Lexia, bonjour Angeval. Bonjour, ça va bien? Bien, merci et vous-même. On est là. Alex, je vais customiser rapidement la tenue que tu vas porter. C'est une belle attention. Hein. C'est pas de ma faute. Ouais. Merci à la réalisation qui va nous accompagner, bien sûr, pour customiser. Madame Zaïbé peut danser son bébé. Il n'y a pas de souci. Je suis fort, hein. Fort quand même. Alors, Monsieur Hugues Nyambri, avec vous, on va customiser. Approchez-vous un peu, voilà, pour qu'on puisse bien vous capter. Dites-nous, déjà, c'est quoi customiser? Customiser, c'est accessoiriser un vêtement, apporter des touches destinées à le transformer, le remettre au goût du jour. D'accord. Et ça part de quoi? La base, c'est quoi? La base, c'est déjà le vêtement qui nous est envoyé. Et puis après, on essaie d'ajouter des parures, des tissus, des empiècements, ou transformer même la base, la forme du vêtement. D'accord. Donc on part de quelque part, d'un travail déjà fait. Un travail déjà fait, bien sûr. D'accord. Et puis au fur et à mesure, on y apporte des modifications et tout. On accessoirise avec quoi? C'est vrai que nous avons même, en tant qu'Africains, on a des petites choses comme ça, des coris et tout. On accessorise avec quoi? Alors, il y a plusieurs choix sur le marché. On peut accessoiriser avec du textile, notamment de la dentelle, des métaux, c'est-à-dire du bois à caen, des perles, des tissus et tout. Il y a plusieurs choses, en fait, qu'on peut utiliser pour accessoiriser. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous avez apporté un mannequin sur lequel on a un bustier qui était à cette base-là, au préalable. Ou bien vous avez déjà commencé? Le bustier n'avait pas cette base. Le bustier était un peu comme une armure, donc la couture était directe au niveau de la poitrine. Il n'y avait pas toutes ces parures-là. Les manches, il y avait juste des élastiques. Alors, lorsque nous avons vu le bustier, nous nous sommes dit qu'il fallait apporter un aspect beaucoup plus précieux, un peu plus glamour au bustier. Du coup, on a utilisé l'astuce MPA. Donc, l'astuce MPA, c'est... L'astuce MPA, c'est la forme d'abord, on modifie la forme. Ensuite, il y a les parures et les accessoires. D'accord. D'accord. Donc, au niveau du bustier, nous, on a échancré l'encolure du bustier, déjà, retiré les manches avec les élastiques, et puis ensuite, on a ajouté du tissu. Au niveau des tissus, je veux dire, de l'empiècement qu'on ajoute, nous avons le choix. Soit créer un empiècement qui fait ton sur ton avec le tissu d'origine. Du coup, c'est ça, il n'y avait pas ça. Donc ça a été ajouté pour apporter des formes au bustier. Une fois que c'est fait, l'on apporte maintenant ce qu'on appelle des parures. Pour les parures, nous avons eu le choix de dentelles, des perles et des pierres. Ensuite, pour ajouter la touche africaine à tout ça, nous avons mis des pois à caen. Voilà. J'allais même demander toute petite touche africaine avec des pois à caen. On peut en ajouter d'autres aussi. Maintenant, pour le design que nous avons, je me permets le mot, hein, c'est vrai que nous sommes dans un thème technique et tout. Stylistique. Voilà, stylistique. Pour le design, c'est au choix.
C'est l'inspiration. Oui, c'est sur inspiration. Après, tout dépend des circonstances dans lesquelles le vêtement va être porté. Donc, si on part à une dot et tout, on ne va pas venir avec un textile extrêmement occidental et tout. Il faut bien se mettre... S'adapter, en fait. Oui. Et ça, c'est une tenue pour aller, par exemple, où? Cette tenue-là peut être portée dans une dot. Cette tenue peut être portée lors d'un dîner parce qu'on remarque qu'il y a un mix de deux cultures quand même. Il y a ce tissu-là qui est occidental, il y a la dentelle qui est occidentale, les perles aussi sont occidentales. Par contre, la touche africaine revient dans les parures, disons dans le poids à camp. Une tenue portée par la dotée. Hein. Tout à fait. Et en même temps, une tenue multifonction. Parce voilà, pour le bas, on pourrait mettre un pagne en quinte. Un pagne quinte, bien sûr. On pourrait mettre aussi, pour essayer de rentrer un peu dans le modernisme, un pantalon palazzo fluide. Là, ce serait pour une soirée. Voilà, ça, ce serait pour une soirée, par exemple. On en a souvent des femmes, on voit dans des cérémonies et tout, tu me diras, oui. Des femmes qui portent souvent des bustiers et puis des jeans même en bas. Oui, c'est la nouvelle tendance des jeans avec des mules, ça fait jeune et tout, décontracté. C'est pour un peu casser les codes. C'est un peu comme dans le domaine vestimentaire masculin où on porte par exemple un veston croisé avec un jean destroy déchiré et puis une paire montante ou carrément une culotte. C'est vrai qu'il y avait des classiques avant qui nous donnaient de rester très figés sur le veston croisé, le pantalon, tissu et tout, mais maintenant, la mode a évolué. Donc, on crée au feeling. Et dans cette évolution-là, en même temps, hein, on s'arrime aussi et on se rapproche même des objectifs de préservation, finalement, des ressources. Parce que si une tenue peut être portée d'une manière différente plusieurs fois, finalement... on a un objectif carbone aussi qui est atteint d'une certaine manière. Oui, après, bon, parlant de préservation de ressources, je dirais que c'est plus pour une valeur, pour des questions de sentiment. En fait, le vêtement a une valeur sentimentale. Du coup, on voudrait bien le conserver. On prend le vêtement sous son premier aspect, on le porte et tout. Et après, on le ramène au joaillier vestimentaire qui le transforme. Et puis, on peut le reporter pour, on va dire... Ça change aussi des critiques qui pourraient survenir à bistrot la tenue, quoi. Voilà, à bistrot la tenue et tout. Ou même dire, l'Éternel est mon berger. Alors, est-ce que tout... moi, ma dernière question avant de retourner à la place et puis continuer. Alors, dites-nous, est-ce que toutes les tenues ou tous les vêtements sont customisables? Je me permets le mot. Oui, c'est possible. Après, un vêtement peut venir vraiment très waouh, on va dire, avec un effet très visible et tout. Donc, dans ce cas-là, on commence à, je vais dire, retirer des empiècements de ce vêtement avec la technique MPA, c'est-à-dire on change la forme du vêtement, on le rend moins visible pour y apporter d'autres pièces qui vont le transformer finalement. Donc, on peut soit l'agrémenter, soit le rendre beaucoup plus sobre. Beaucoup plus sobre pour y apporter d'autres éléments. Parce qu'après, un vêtement qui est trop visible, qui est trop agrémenté, si vous apportez encore des éléments, c'est comme si vous étiez en train de charger le vêtement, on ne verra pas la beauté. Donc, atténuer des effets pour ajouter d'autres effets. Ça fait too much. Et ça, c'est quoi? C'est du diamant? Non, ce n'est pas du diamant, ce sont des pierres. J'aurais demandé toute la... Un peu comme... la soupe à sa fête. Un peu comme... D'accord. C'est des pierres? Des pierres, oui. Okay. Des pierres... diamants, oui. Bon, je vous laisse avec vos diamants et puis on se retrouve dans quelques instants. Et justement, par rapport, on va dire, au travail que vous faites, tout le monde peut le faire à la maison ou il faut quand même une technique assez précise? Je pense que ceux qui ont la fibre artistique peuvent, disons, faire ce travail-là. Après, il faut avoir certaines bases, certaines connaissances. La connaissance des matières, la connaissance des couleurs et, bon, voici un peu. C'est vrai qu'à la maison, on peut se permettre de customiser nos vêtements. Ça dure combien de temps? Je sais qu'il faut se référer forcément aux spécialistes comme vous, mais ça prend combien de temps si on a envie de... Alors, tout dépend du vêtement. Il y a des vêtements qui sont plutôt simples, une journée. Il y a des vêtements où l'on veut apporter, je vais dire, un nouvel esprit, créer et tout. On pourrait faire une semaine. Il y a des vêtements, par contre, avec le textile qui nous est présenté, sont plutôt exigeants. Donc, ces vêtements-là peuvent prendre carrément 3 mois à être customisés, décorés, accessoirisés, etc.
Finalement, hein, quand on sait que le monde de la mode évolue et puis on a des stratifications, des grades, un vêtement de base peut se retrouver être un vêtement de luxe après. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, oui, haute couture, de luxe, tout dépend de, je vais dire, des matières qu'on y apporte. Aujourd'hui, par exemple, il y a une matière qu'on appelle le Swarovski. C'est une matière plutôt coûteuse. Lorsqu'elle est mise sur le vêtement, apporte vraiment un boom. On va dire, dans le jargon ivoirien, ça fait bim. Donc, un vêtement acheté sur le marché à peut-être 15 000 francs CFA peut avoir une valeur de 300 000 francs, 400 000 francs selon le métrage de la matière dont j'ai parlé apportée. Voilà. Et bien sûr, surtout ce qui a été utilisé pour customiser. Alors, cette chemise, par exemple, que j'ai portée, si on veut la customiser? Alors, si l'on veut customiser une chemise homme, on ne va pas déjà utiliser la technique des dames. On va partir avec des accessoires tels que des pins, par exemple, cette chemise-là sur les cols, peut-être la cravate, un un serre-manche. J'ai customisé la cravate. Hein. Oui, il y a un pin, pas customisé, mais accessoirisé. Oui. D'accord. Il y a l'accessoire et après, il y a l'agrémentation même sur le vêtement. Justement, parlons de vêtements. Est-ce que tous les vêtements peuvent être customisés? Je pars de la chaussure au pantalon, au sous-vêtement, pourquoi pas? Oui. Oui, bon, comme la viande... Non, n'imaginez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. La viande. Imaginez le vêtement ici. N'imaginez plus ça. Allons-y. Il est possible de customiser les vêtements et puis les accessoires vestimentaires comme les chaussures et autres. Mais tout doit respecter une certaine cohérence après. Parce que, bon, on vient, on s'acharne par exemple sur le bustier où l'on met beaucoup de strass ou de dentelles et tout. Les mêmes dentelles se retrouvent dans la jupe, sur la jupe, pardon, et après on retrouve encore sur la chaussure, ça fait too much. Donc il faut avoir une certaine harmonie dans l'assemblage en fait. D'accord. Bien sûr. Harmonie dans l'assemblage. Il ne faut pas faire les choses tout azimut comme ça. Il ne faut pas se balader comme être une boule à facettes après. Non, non, du tout, il ne faut pas. Et puis, après, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'éléments là qu'il faut forcément tout rajouter. Il y a une technique à suivre. Il y a une technique à suivre. Voilà. Et justement, parce que là, les éléments, c'est vraiment tout petit. Et puis, c'est clair que c'est minutieux. Et donc, si on a chargé le haut, finalement, le bas, on le laisse, c'est ça? On peut le laisser light ou faire des rappels, par exemple. Ici, pour ce vêtement-là, bon, il est fini, mais pour le besoin de l'émission, on a rapporté ce vêtement et puis on va essayer de customiser. Bon, on vous présente ce vêtement-là, déjà fini avec la dentelle, le poids à caen, les perles déjà présentes, les pierres même dedans qui sont assez grandes. Maintenant, comment est-ce que le customiser bon, pour un vêtement qui est déjà arrivé, on va dire? On peut utiliser ces toutes petites pierres-là, qui sont là comme des diamants, voilà, des faux diamants. Ah non, si c'était des vrais, vous ne tirez pas d'ici. Hein. Donc, on peut utiliser ces toutes petites pierres-là qu'on va rajouter aux fleurs qui sont là. La particularité de ces pierres, c'est qu'elles sont présentes, mais lorsque vous les regardez sur l'habit, vous ne les voyez pas. Il faut juste que la personne bouge pour que les sentiments se voient. Ouais, en même temps, l'habit est habité, animé. Voilà, habité, animé et tout. Donc, on fait une démo? Bien sûr, avec plaisir. OK. Une démo commentée. On a besoin d'une colle, on a besoin d'une tige qui attrape les diamants. Et puis, voilà, on fait le positionnement. Et on regarde votre technique ici. Donc, ça peut susciter, pourquoi pas, des vocations, parce que c'est magnifique. C'est un travail d'artisan, finalement. Il faut aimer les strass et les paillettes aussi. Il faut savoir les assembler. Comme on a dit, il ne faut pas les mettre comme ça sur les tenues. Les charger. Tu avais dit, voilà. La boule à facettes. Merci. C'est pas la boîte de nuit le matin. D'accord. Là, on met le diamant, on attrape un autre. Il faut avoir aussi une vue parfaite, hein? Oui. On va placer les choses les unes après les autres. Il faut bien mesurer aussi tout ça. Après, on a besoin souvent d'un miroir devant pour voir le vêtement de loin et pour voir les reflets, tout ça. Moi, je vais aller... D'accord, allez-y. Ici, vous voyez, bon, de loin, vous voyez ces grandes pierres-là. Mais ces toutes petites pierres qu'on a ajoutées, on ne les voit pas. Mais à la lumière, lorsqu'on commence à les regarder, on va voir un sentiment. Donc, pour un vêtement qui est déjà assez chargé, si on veut rajouter des choses, il est préférable d'opter, par exemple, pour ce genre de pierres qu'on ne voit pas, je veux dire, naturellement comme ça, mais qui scintillent de par leur... voilà.
Et là c'est vrai qu'on a utilisé un bustier. Bon, les bustiers sont faits aussi, c'est vrai que tout le monde en porte, mais c'est vraiment plus joli quand on a quand même une poitrine qui est apparente. En fonction aussi de la morphologie, le type de matériau à ajouter est adapté, non? Bien sûr, et bon, après, vu qu'on est dans le domaine vraiment de la transformation, modification des vêtements et tout, c'est vrai que la morphologie parle, mais après, l'on peut modifier le vêtement de telle sorte qu'il aille avec la personne qui le porte. Voilà. Moi, par exemple, je peux porter ce bustier-là sans problème, sans que ça ne fasse trop. Oui, bien sûr, même les personnes à forte poitrine et tout. Bon, pour des personnes à forte poitrine, on pourrait ajouter une laisse, ce qu'on appelle la tulle de peau. D'accord. Voilà, une laisse ici doublée, bien sûr. C'est conseillé de le faire? D'ajouter? C'est conseillé d'ajouter ou bien? Oui, bien sûr, pour des questions, par exemple, de pudeur, lorsque la poitrine est trop, le bustier est trop échancré, qu'on risque de voir la poitrine, on met une laisse, on met une laisse, voilà, sur la poitrine, ici. Bon, finalement, c'est une vue de l'esprit, hein, puisqu'après, on voit que tout est dessiné. Puis c'est joli, si c'est joli à voir, oui. Pourquoi pas? Oui, oui, bon, il faut juste que la personne porte pour qu'on sache que si c'est décent ou pas. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, c'était un bel échange en votre compagnie. On espère qu'avant la fin de cette saison, on aura une tenue customisée. Pourquoi pas, à présenter sur ce plateau porté aussi. J'aurais plaisir à commande. Mais oui, on se laisse emporter, pourquoi pas. En tout cas, c'est un travail admirable que vous faites. Ça doit être très passionnant aussi. Hein, beaucoup, oui, beaucoup. Il faut aimer pour placer les perles une par une, passer 3 mois de sa vie en train de placer des perles. Il faut vraiment aimer. Merci beaucoup à Hugues Niambri, très passionné, pourtant quelqu'un qui a une maîtrise en droit, comme pour dire vraiment, il faut aimer... il faut être multitâche. Voilà, il faut être multitâche aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup. Hugues Niambri, donc, on rappelle qu'il est joaillier vestimentaire, conseiller en image relooking joaillier. Donc, avec lui, astuce pour customiser un vêtement. Il faut avoir la technique et ne pas faire des choses tout azimut et faire ce qu'on a dit tout à l'heure, là. Avec le mot, là, le fameux mot. Pas too much. Pas too much, voilà. OK, allez. Avant d'amorcer le dernier moment, qui sera bien sûr la thématique santé, aujourd'hui, où nous parlerons d'une maladie assez difficile à porter, la drépanocytose en l'occurrence, avec 2 invités. On a quelques informations à vous partager avant peut-être de repartir même pour une autre pause. Aujourd'hui, donc, nous sommes jeudi 17 juin 2021. On a donc quelques jours encore à passer avant la fin de l'année, mais on a aussi un nom à célébrer et c'est Hervé qui est célébré au nom calendaire en ce jour, 17 juin. Les noms africains, on part au Cameroun. Donc, si vous avez une fille, vous l'appelez Wanja, qui veut dire liberté. Et si vous avez un garçon, vous l'appelez Fancy, qui veut dire donné par Dieu. Voilà, Fancy ou Fancy. Et si vous faites le mixage, ça fait liberté donnée par Dieu. C'est pas plus mal. Aujourd'hui, le proverbe, si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle. Voilà. C'est que la chèvre est plus dangereuse même que le lion. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Et nous vous rappelons qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée chaque 17 juin. Oui, la journée mondiale donc, de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée donc, le 17 juin pour sensibiliser l'opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Cette journée est une occasion unique pour rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation des terres est possible moyennant un effort, engagement de la communauté et une coopération à tous les niveaux. Voilà, la terre, c'est une ressource qu'on a trouvée. Il faudrait pouvoir la préserver pour les générations à venir. Il faudra y penser chaque 17 juin et même aussi après le 17 juin. Allez, cette maladie considérée comme la première maladie génétique dans le monde, donc on parle de la drépanocytose aujourd'hui avec le docteur Kwamena Ngoré Sidoni, elle est hématologue, et mademoiselle Fondio Maïmouna, vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Donc juste après ce jingle.
Et oui, de retour, elles sont installées avec nous sur ce plateau et le sujet est annoncé. On parlera aujourd'hui de la prise en charge transfusionnelle de la drépanocytose et bien sûr partager aussi l'expérience d'une malade de drépanocytose, hélas, mais elle nous donnera aussi des notes d'espoir. C'est ce qu'on espère pour toutes les personnes ici. Bonjour mesdames, bienvenue sur le plateau de la matinale. D'entre-deux jeux, on aimerait peut-être se diriger vers le docteur. Bonjour docteur, et savoir ce que c'est que la drépanocytose en termes médicaux. Merci. Bonjour à tous. Bonjour madame. Ce matin, nous allons parler un peu de la drépanocytose. En fait, la drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire c'est une maladie qu'on acquiert de ses parents. Voilà. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une expression c'est un gène. Il faut qu'il y ait l'expression majeure du gène pour que ça puisse se manifester. On peut avoir le gène déficitaire, mais en petite quantité, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça ne va pas exprimer la maladie. Donc, si on prend le cas de deux parents, parce que drépanocytose, quand on parle de drépanocytose, on parle d'hémoglobine S. Voilà, l'hémoglobine, en fait, c'est la matière même du globule rouge. C'est sur cet élément que l'oxygène se fixe pour son transport dans tout l'organisme. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'il y a la défaillance. Voilà. Donc on comprend aisément la provenance de cette maladie. Vous l'avez signifié, maladie héréditaire. Donc on va aller sur les symptômes. Comment est-ce que cela se manifeste? Les manifestations sont diverses et elles sont variées en fonction de l'âge du patient. Okay. Il faut dire que quand c'est le jeune enfant, on a ce qu'on appelle le syndrome pied-main. On a le dos des pieds et de la main qui sont enflés le plus souvent. Ça, c'est chez le nourrisson et chez le petit enfant. À l'âge de l'adolescence, on a aussi l'anémie qui est le signe qui accompagne cette manifestation. Et à l'adolescence, on a le plus souvent des douleurs osseuses et des douleurs articulaires. L'anémie accompagne toujours la maladie. Et tous ces symptômes-là ne sont pas, on va dire, dévolus à un malade en particulier. C'est diversifié selon les personnes, c'est ça? Oui, il faut dire que la drépanocytose, on a 4 formes majeures de la drépanocytose. On a deux formes anémiques et on a 2 formes non anémiques. Et on va venir sur ces différentes formes pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs comment cela se manifeste. Le temps de se diriger vers mademoiselle Fondio qui va nous partager ici son témoignage, pour ainsi dire, sur comment elle a appréhendé cette maladie du diagnostic jusqu'à ce qu'elle vive avec aujourd'hui. Bonjour. 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 Appréhender la maladie, je ne sais pas trop parce que c'est dès la naissance, déjà dès les premiers mois de la naissance qu'on a découvert la maladie chez moi. Et bon, il faut dire que la drépanocytose, c'est la maladie de la douleur, c'est la maladie de nombreuses crises. Vous vous rendez chaque fois à l'hôpital. J'avais l'impression que ma vie, c'était l'hôpital, que j'avais une maison là-bas. Mais c'est pas aisé pour un drépanocytaire de vivre avec cette maladie parce que ça a un impact sur toute la famille. C'est un impact psychologique, moral, financier, parce que la prise en charge coûte énormément cher et aussi le fait que ce soit toi toujours qui te rende à l'hôpital, ce soit pour toi que toute la famille soit mobilisée, c'est vraiment psychologiquement fatigant. Et vivre avec la drépanocytose, c'est un peu accepter cette maladie et essayer d'aller de l'avant parce que c'est une maladie handicapante et il y a de nombreuses complications avec lesquelles on doit vivre. Donc, on fait avec et chaque jour, c'est un combat pour nous. Chaque jour, un combat et donc une résilience pour tous ces malades-là. Donc, vous êtes vice-présidente de l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Donc, une association qui existe depuis combien de temps? Depuis 2005.
2015, pardon. 2015, okay. Depuis 2015, notre association est née et elle est née au sein même d'une unité thérapeutique où Dr Kwamenon exerce, voilà. Et c'est le regroupement de tous ces malades-là qui ont eu des complications et qui subissaient des échanges transfusionnels au sein de cette unité. On a décidé de se mettre ensemble pour parler de la maladie, pour s'entraider et pour sensibiliser sur la maladie. Parce qu'on se rendrait compte que, au fait, la drépanocytose, les malades drépanocytoses étaient laissés pour compte. Donc, il fallait qu'on se mette ensemble pour faire un plaidoyer. On rencontre de nombreuses difficultés à travers la maladie. Et si nous-mêmes, les personnes porteuses de cette maladie, nous n'en parlons pas, qui va le faire à notre place? Donc, on a décidé de s'unir pour pouvoir vraiment sensibiliser sur la maladie et faire des plaidoyers pour acquérir tout ce dont on a besoin pour mieux vivre avec cette maladie. Et justement, de par ce que vous êtes en train de nous dire ici, on va se diriger naturellement vers le docteur qui va peut-être disséquer un peu les 4 points évoqués à l'instant et puis nous aborder le sujet du traitement qui, ma foi, fait défaut aussi au regard de ce que Madame Fondio vient de nous partager. Et pourquoi? La drépanocytose, on a 4 formes majeures, comme je le disais tantôt. On a 2 formes anémiques et on a 2 formes non anémiques. Les formes SC et SAFA2 sont des formes non anémiques. La manifestation première de ces formes-là, ce sont des douleurs. Elle a dit tantôt, la douleur est le signe qui est partagé par tous les drépanocytaires. Et ce sont des douleurs qui sont vraiment atroces, difficiles à supporter. Et comment ils se manifestent, ces douleurs? Elles se manifestent par des douleurs, c'est des douleurs osseuses. Des douleurs osseuses et des douleurs articulaires. Quand un drépanocytaire est en pleine crise, il a du mal même à se déplacer. Et vraiment, tout ce qu'il recherche, c'est être soulagé. Okay. Être soulagé. Et voilà, donc les formes non anémiques SC et SAFA2, leur prise en charge, c'est calmer la douleur. Chercher à calmer la douleur. Ça, c'est le traitement de la crise. Mais il y a un traitement de fond qui est commun à tous les drépanocytaires. Et dans les formes anémiques, en plus de la douleur, on a les anémies qui sont récurrentes. Donc, il faut calmer la douleur et aussi apporter le traitement par la transfusion. Ce sont des perpétuels transfusés. Voilà. À quelle fréquence généralement? La fréquence, ça dépend du patient. C'est justement pour ça qu'il faut un suivi régulier de ces patients-là. Il faut les suivre pour pouvoir déterminer quel est le mode de suivi qu'on a pour chaque patient. Un patient peut être transfusé tous les mois, un autre patient peut être transfusé tous les 2 mois, mais c'est dans la surveillance qu'on arrive à pouvoir déterminer qui est suivi tous les mois, qui est suivi tous les 2, qui on transfuse tous les mois ou tous les 2 mois. Alors, docteur, on va rester un peu sur le mode de suivi. Oui. Il y a ces parents-là, comme elle a dit tout à l'heure, mademoiselle Fondio, eh bien, c'est à la naissance. OK, à la naissance, on découvre que notre bébé, il est drépanocytaire. Comment ça se passe à partir de cette étape-là jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un certain âge? Lorsque la drépanocytose est dépistée, le plus souvent, comme je vous le disais, c'est le syndrome PM1, surtout chez les enfants, où ça peut être les anémies à répétition et qu'on découvre de façon fortuite le plus souvent, parce que les parents, le plus souvent, ils n'ont aucun signe. Et c'est lorsqu'ils se marient, un parent, une mère qui est AS, un père qui est AS, quand ils se mettent ensemble, ils ont la possibilité de faire des enfants qui sont SS, AA ou AS. Les AS, 50%, les SS, 25% et les AA, 25%. Mais on peut se retrouver avec tous ces enfants qui soient SS. Parce que la sélection, elle est faite de façon au hasard. Voilà. Donc, lorsqu'on dépiste la drépanocytose, le mieux, c'est de faire un suivi mensuel. Vous prenez contact avec un service de prise en charge de la drépanocytose, vous rencontrez l'hématologue qui vous explique la maladie et on fait un suivi mensuel par des visites régulières. Et au cours de ces visites-là,
on détermine quel est le mode de suivi. Parce qu'il faut faire les visites régulières pour que le médecin puisse connaître et au fur et à mesure, on déterminera. Ils sont toujours en contact avec un médecin. C'est très important et on va revenir à Mademoiselle Fondio en corrélation avec le suivi et le traitement parce qu'elle nous a expliqué ici la difficulté même aussi pour pouvoir accéder au traitement finalement. À part ces difficultés-là, quelles sont d'autres difficultés que vous rencontrez et puis combien de membres vous revendiquez dans l'association finalement? Déjà, en termes de membres de l'association, nous avons plus de 200 membres qui sont des malades drépanocytaires ou thalassémiques avec leurs parents qui sont nos bénévoles. Donc, les difficultés, l'accès au traitement, voilà. Le docteur a expliqué qu'il fallait un suivi mensuel même au minimum. Est-ce que c'est aisé pour tout le monde et pour tous vos membres? Malheureusement, ce n'est pas aisé. C'est la plus grande difficulté que les drépanocytaires et thalassémiques rencontrent, c'est l'accès aux soins. Déjà, il faut le dire, hein, c'est l'accès aux spécialistes, même c'est assez focalisé sur la ville d'Abidjan. Alors que nous avons énormément de malades à l'intérieur du pays qui sont obligés déjà de se déplacer et venir suivre leur traitement régulièrement à Abidjan. Il y a le coût. Le coût, on évalue le coût environ mensuel à 35 000, sans les hospitalisations. Juste les médicaments et le suivi mensuel, 35 000 francs. Ce n'est pas donné à toutes les familles, surtout qu'il y a certaines familles qui ont malheureusement plusieurs enfants drépanocytaires à faire suivre. Du coup, c'est celui qui est en crise qui est suivi. Tous les enfants n'ont pas accès aux soins. Et on a des malades qui n'ont même pas la possibilité d'avoir accès aux soins, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir le minimum même qui est l'accès à l'acide folique. Donc, c'est assez difficile pour nos membres, et d'où notre plaidoyer d'avoir une prise en charge gratuite et accessible pour nos malades. Bien sûr, et vous avez choisi le meilleur canal, donc, Matin Bonheur, et au sorti d'ici, nous savons que les choses vont aussi changer. Docteur, l'on insiste généralement sur la durée de vie d'un drépanocytaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette durée de vie est-elle de mise au regard de l'évolution même de la science? Et puis, quelle est l'effectivité, qu'en est-il de l'effectivité de la prise en charge aujourd'hui? La durée de vie du drépanocytaire, je pourrais dire qu'avec les avancées technologiques qu'on a aujourd'hui, elle est superposable à la durée de vie, à l'espérance de vie d'une personne autre que drépanocytaire. Oui. Il suffit du bon suivi du patient. On a notre plus vieux drépanocytaire qui est décédé à l'âge de 75 ans, qui était suivi ici, il était pharmacien. Donc, il ne faut pas être limité par la maladie. Il y a de l'espoir. Ouais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Seulement, c'est le suivi. Comme elle a dit tantôt, il faut être suivi. Et ce suivi-là a un coût. Il y a des avancées. Comme on en viendra tout à l'heure à la prise en charge de la transfusion, je vous dirai un peu plus sur les nouvelles technologies dont on dispose aujourd'hui au niveau du centre de transfusion pour une meilleure prise en charge des patients drépanocytaires. C'est très important et on va tout de suite même abonder dans cet aspect-là. Elle a parlé du traitement avec l'apport massif d'acide folique qui est du fer finalement pour pouvoir renforcer les globules. Et aussi on a cette transfusion sanguine-là due à l'autre forme de drépanocytose. Partagez-nous, oui, les nouvelles techniques et puis après expliquez-nous si c'est vraiment accessible sur tout le territoire. Et sinon, pourquoi? Il faut dire qu'il y a eu des avancées dans la prise en charge. Le traitement d'alors était basé uniquement sur la transfusion simple. Et depuis quelques années, nous avons commencé les échanges transfusionnels au niveau de l'unité de thérapeutique transfusionnelle du Centre national de transfusion sanguine. Cette unité est née depuis 2010. Et donc, depuis environ 3 ans, nous avons eu un appareil de cytaphérèse, qui est un appareil d'échange transfusionnel, qui consiste, en fait, c'est les globules rouges du drépanocytaire qui sont malades.
Donc, cela consiste à renouveler, en quelque sorte, le sang de ce drépanocytaire-là. On extrait les globules rouges et on lui fait une injection de sang par derrière, une transfusion par derrière. Donc, et avec l'appareil, on ne fait plus une extraction du sang total. L'appareil fait une centrifugation et n'extrait que les globules rouges et on fait une transfusion de globules rouges par derrière. Donc, dans ce genre de situation, on essaie d'améliorer un peu leur confort de vie. Surtout, il y a beaucoup de complications au cours de la maladie. Et si on arrive à avoir un patient qui se retrouve dans l'état d'un sujet AS, c'est-à-dire on diminue son taux d'hémoglobine S, les globules rouges malades, il pourra mieux supporter la complication et il pourra arriver à guérison beaucoup plus rapidement. Vous avez parlé d'amélioration. Merci déjà d'améliorer, comme vous l'avez si bien indiqué, donc la santé de ces personnes-là. Alors, on vient à vous, mademoiselle Fondio Maïmouna. Quelles sont, au sein de cette association, les actions que vous avez déjà menées pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre? Déjà, nous organisons depuis 2016 la JULUD, qui est la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, qui se tient chaque 19 juin. Cette année, c'est en collaboration avec le ministère de la Santé et il y aura une conférence au sein Pas grave, il y aura une conférence. Voilà, voilà, au sein de Port-Boué. Port-Boué, voilà. Mais déjà, au niveau de l'association, nous avons les groupes de parole qu'on nomme Dréparole. C'est vraiment, on met en partenariat les professionnels de la santé et les malades pour vraiment pouvoir échanger sur la maladie, pour pouvoir être sensibilisés, pour pouvoir avoir l'expérience d'autres malades, pour pouvoir se permettre de mieux vivre avec la maladie, parce que déjà échanger sur sa maladie avec d'autres personnes qui comprennent mieux ce dont vous parlez, c'est déjà un soulagement pour les patients. Donc, nous avons les Dréparoles, nous avons aussi des rencontres trimestrielles avec nos membres. On organise la journée de la femme drépanocytaire et ça se tient le 8 mars, soit le week-end qui suit le 8 mars. Voilà. Donc, c'est un peu toutes ces activités-là que nous menons régulièrement pour pouvoir sensibiliser. Nous avons une page Facebook où nous faisons des articles, où nous publions des articles sur les différents problèmes rencontrés par les drépanocytaires. Donc, c'est assez important pour nous de mener cette sensibilisation-là. Et par derrière, nous faisons des plaidoyers au pouvoir public, voilà, aux députés, à toutes ces personnes, tous ces politiques qui peuvent, les décideurs qui peuvent faire changer les choses au niveau de la santé. C'est très important et c'est à féliciter pour les actions que vous menez dans le but d'alléger un peu les souffrances des personnes drépanocytaires. Docteur, je vais revenir sur ma question et insister. On a mademoiselle Fondio qui nous a bien précisé ici qu'il y avait une concentration ici, en milieu urbain, à Abidjan notamment, par rapport à l'accessibilité même du traitement efficace. Qu'en est-il des milieux ruraux? Comment ça se passe? Pourquoi il n'y a pas, selon ce qu'elle nous dit, il n'y a pas aussi de spécialistes à toucher facilement pour pouvoir se prendre en charge ou pouvoir se faire traiter? Il faut dire que les hématologues ne sont pas en si grand nombre. Oh. Voilà. Il y a le service d'hématologie du CHU de Yopougon qui prenait en charge les drépanocytaires, mais malheureusement, pour leur... Excusez-moi. Ce service est fermé pour des travaux au niveau du CHU. Donc, le CHU de Cocody prend en charge également les drépanocytaires. Pour pouvoir prendre en charge, on essaie d'étendre la formation au niveau des autres médecins pour que la prise en charge puisse se faire aussi dans les centres, dans les CHR, dans les hôpitaux généraux. Parce que... Tous les malades ne sont pas à Abidjan, finalement. Tous les malades ne sont pas à Abidjan. Nos patients sont obligés de se déplacer de l'intérieur pour venir jusqu'à Abidjan. Ouais. Les nouvelles technologies, malheureusement, pour toute l'Afrique de l'Ouest, je pourrais dire,
c'est le centre de transfusion qui n'a que cet appareil. Donc, et justement, cet appareil-là, excusez de vous interrompre, cet appareil a pour ainsi dire sa matière première, le sang. Oui, Est-ce que le sang est accessible finalement? Parce que ça ne se fabrique pas le sang. Oui, ça ne se fabrique pas le sang. On essaie quand même d'aider nos patients autant qu'on peut. Et quand ils en ont besoin, ils en ont à chaque fois. Bien sûr. Et on vous souhaite vraiment plein de succès dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour tous ces malades drépanocytaires. Et à vous, mademoiselle Fondio, vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Donc, on souhaite, au sortir de Matin Bonheur, que les choses puissent avancer. Et quels sont vos souhaits, justement, pour que ça avance? Voilà. Au fait, nous, dans notre plaidoyer, nous souhaitons vraiment qu'il y ait un programme national de sensibilisation sur la drépanocytose. Aussi, nous souhaitons que les dépistages se fassent systématiquement dès la naissance pour qu'on puisse faire une prise en charge assez précoce de l'enfant malade. Ça permettra aux drépanocytaires de pouvoir grandir avec cette maladie, d'être mieux pris en charge. Et pour être mieux pris en charge, on a besoin d'avoir eu accès aux soins à moindre coût et, si possible, vraiment ça c'est une doléance, avoir un centre spécialisé pour la prise en charge totale du drépanocytaire parce que la drépanocytose affecte toutes les spécialités niveau santé. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes déjà au terme de cette émission. Donc, les bonnes volontés, vous avez suivi cette émission, vous avez compris, à vous de réagir. Alix, on a terminé pour ce jeudi. Tout à fait. Et c'est avec grand plaisir qu'on va vous retrouver demain vendredi pour terminer cette semaine en santé, on l'espère. Au revoir. Merci.